Un clic discret a renversé une mécanique vieille de 8 décennies. En reliant 19 pays autour d'un réseau de règlement instantané, l'Afrique a soudain transformé un coup silencieux en levier stratégique capable de retenir sur place une valeur qui s'échappait depuis des générations. Mais que signifie pour chacun cette mutation fulgurante lorsqu'elle rencontre les débats sur la souveraineté portés par Ibrahim Traoré? Un horizon vient de basculer. Derrière ce réseau de paiements discrets se cache une promesse concrète pour ceux qui vivent, commercent ou investissent sur le continent. Pour chacun, le bénéfice immédiat est servi. Payer moins, garder plus. C'est là que le vrai enjeu commence. En rompant avec 80 ans de détours par New York ou Londres, le PAP transforme un coût invisible en marge supplémentaire pour les entreprises, les États et les ménages, tout en réduisant la dépendance aux humeurs du dollar. Pour quelqu'un qui suit les prises de position d'Ibrahim Traoré ou cherche Ibrahim Traoré Burkina Faso dans l'actualité, cette mutation financière n'est pas un détail technique, mais un test réel de souveraineté appliquée. Elle touche les frais bancaires, les délais de règlement, la stabilité de la trésorerie et, à terme, la capacité des économies locales à financer leurs propres projets sans quitter le continent. En d'autres termes, chaque transaction réglée en quelques secondes n'est pas seulement un chiffre sur un écran, c'est un petit morceau de pouvoir qui cesse de s'échapper. La réponse est arrivée plus vite que prévu. En juin 2025, 9 pays africains ont activé, presque en silence, un réseau capable de régler leurs échanges sans passer par le dollar. En quelques semaines, les premiers rapports internes ont identifié plus de 5 milliards de dollars d'économies potentielles, révélant concrètement ce que pouvait signifier ce fameux clic pour le continent. Pendant près de 80 ans, chaque vente de cacao entre le Ghana et le Nigeria, chaque achat de ciment du Kenya vers la Tanzanie suivait la même trajectoire. Détour automatique par New York ou Londres, conversion en dollars, accumulation de frais, exposition à la volatilité, puis retour vers l'Afrique. Ce mécanisme était présenté comme le prix à payer pour la stabilité, alors qu'il organisait en réalité une dépendance structurelle où la maîtrise de la monnaie donnait aussi la maîtrise de la visibilité. Contrôler la visibilité, c'était garder la main sur une partie du pouvoir. La pandémie puis la guerre en Ukraine ont fissuré ce paysage. Les frais de compensation se sont envolés, les délais se sont allongés, les marges des petites entreprises se sont fragilisées, forçant plusieurs banques centrales râles à reconsidérer un modèle que beaucoup croyaient immuable. À huis clos, au Caire, à Lagos, à Accra, les gouverneurs ont commencé à imaginer un rail de paiement pensé pour le continent lui-même, une infrastructure capable de tenir ensemble efficacité opérationnelle, souveraineté et transparence. À mesure que ces discussions avançaient, une même question revenait en filigrane. Si des figures politiques comme Ibrahim Traoré pouvaient défendre la souveraineté sur le terrain institutionnel, pourquoi le secteur financier resterait-il enfermé dans les vieux rails hérités de l'ordre monétaire précédent? C'est de cette interrogation qu'est né le PAP, dévoilé ensuite à Abuja comme une réponse technique à une aspiration politique ancienne. En reliant les banques centrales et les institutions commerciales africaines sur des rails conçus par elles, il proposait pour la première fois un cadre dans lequel la valeur créée en Afrique pouvait, au moins en partie, circuler sans quitter le continent. Au-delà des tableaux de bord des banques centrales, ce sont d'abord des acteurs de terrain qui ont ressenti le basculement. Un négociant en café éthiopien, longtemps prisonnier de délais opaques, voyait auparavant ses paiements se perdre pendant 3 à 5 jours dans les circuits internationaux, tout en laissant jusqu'à 20% de la valeur en frais et en exposition au dollar.
Lorsque les premiers tests du PAP sont lancés, ces règlements basculent en quelques secondes, sans détour extérieur. Il peut sécuriser ses contrats plus tôt, négocier des volumes plus importants et absorber des variations de prix qui, hier encore, l'auraient mis en difficulté. Sur un autre corridor, entre le Malawi et la Zambie, ce sont des commerçants transfrontaliers qui deviennent les témoins discrets de la mutation. Leur marge est ainsi fine que chaque point de pourcentage prélevé en frais bancaires menaçait la viabilité même du voyage. Avec la plateforme de détail connectée au PAP, ils règlent certaines opérations locales pour moins de 3% de coût total et parviennent en quelques mois à doubler la fréquence de leurs approvisionnements sans augmenter proportionnellement le risque. Ces trajectoires individuelles résonnent avec les débats plus politiques sur la souveraineté, où des figures comme Ibrahim Traoré sont régulièrement citées. Elles montrent que la question n'est plus seulement idéologique. Elle se mesure désormais en jours gagnés, en contrats sauvés, en fragilité réduite pour ceux qui se trouvent sur la première ligne du commerce régional. En somme, la souveraineté prend ici la forme très concrète d'un délai raccourci et d'un pourcentage récupéré. Le déclencheur s'installe bien avant les applaudissements d'Abuja. Au lendemain de la pandémie, plusieurs banques centrales africaines observent une montée brutale des frais de compensation, des délais qui s'allongent et des plaintes récurrentes d'entreprises incapables de suivre la volatilité du dollar. Les contrats bénéficiaires basculent en perte nette au gré de quelques points de pourcentage, les trésoreries se tendent, les gouvernements doivent choisir entre absorber le choc ou ralentir leur programme d'investissement. Peu à peu, une conclusion s'impose. La dépendance opérationnelle au dollar n'est plus seulement coûteuse, elle devient un risque systémique pour les économies locales. La phase suivante ressemble à une succession de couloirs fermés. Au Caire, à Lagos, à Accra, des réunions discrètes rassemblent gouverneurs de banques centrales, techniciens des systèmes de paiement, responsables des plateformes numériques. On y autopsie les rails existants, les couches de règlement, les points de friction qui font perdre des jours et des millions. Chaque séance débouche sur la même évidence. L'Afrique finance ses échanges via des routes étrangères, en laissant ailleurs la visibilité complète sur ses flux. La question qui circule en aparté est simple: si des voix politiques, comme celle d'Ibrahim Traoré, peuvent réclamer une souveraineté concrète, pourquoi le système financier resterait-il prisonnier de circuits hérités? Le sommet se joue lorsque les premières lignes de code prennent forme. Des groupes techniques dessinent un schéma commun, testent des passerelles, simulent des paiements en boucle fermée. Le projet reçoit un nom PAP, puis un calendrier, puis une architecture où chaque banque centrale doit opérer un nœud synchronisé. À mesure que les tests réussissent, la courbe d'hésitation s'inverse. Ce qui n'était qu'un scénario théorique devient une infrastructure prête à encaisser des volumes réels. Le moment de bascule est fixé. En juin 2025, 9 pays activeront simultanément la plateforme. Vient alors la scène que les caméras ne saisissent qu'en partie. À Abuja, ministres, entrepreneurs, représentants de coopératives suivent en temps réel les premiers paiements tests. Les transactions traversent le réseau sans détour vers New York ou Londres, sans conversion forcée, sans délai visible. Chaque confirmation déclenche des applaudissements inhabituels pour un événement financier. Dans les secondes qui suivent, les corridors internes se remplissent de données nouvelles: volume, délai, taux d'échec, quasi nul. L'onde de choc commence là, dans ces écrans qui confirment qu'un flux de valeur peut enfin rester à l'intérieur du continent. Les jours suivants, la réaction extérieure prend forme. À Washington, des briefings signalent la perte progressive de visibilité sur certains flux africains. À Paris, les discussions s'enclenchent autour de l'impact potentiel sur l'écosystème lié au franc CFA. Think tanks et analystes publient notes et scénarios
certains parlant d'un acte de défi silencieux, d'autres d'une simple adaptation tardive. Pendant ce temps, sur le continent, les banques locales affinent les protocoles, les plateformes de détail se branchent progressivement aux rails de règlement, et les petites entreprises commencent à tester la promesse initiale. Moins de frais, moins d'attentes, plus de contrôle. La chronologie du basculement tient en quelques mois, mais elle redessine un rapport de force construit en plusieurs décennies. Le premier indicateur apparaît dans les corridors pilotes. Le coût moyen des transactions intra-africaines, longtemps stabilisé autour de 15%, est tombé sous la barre des 3% après la mise en service du réseau. Cette chute, visible dès les premiers rapports, modifie immédiatement la structure des marges pour les petites entreprises commerçant au quotidien entre États voisins. Elle ne représente pas seulement une économie comptable, elle signale un retour de valeur vers les acteurs qui opéraient jusque-là avec des marges trop étroites pour absorber les variations du dollar. La réduction du coût renforce directement la capacité des opérateurs à sécuriser leurs contrats. Ce chiffre n'a de sens que replacé dans la logique ancienne. Pendant des décennies, chaque règlement traversait un détour numérique vers New York ou Londres, où il subissait conversion, exposition et frais cumulés. Le PAP supprime ce parcours extérieur et redonne à la transaction un espace de circulation interne. Le gain d'efficacité ne relève plus d'un principe politique, mais d'une mécanique opérationnelle que les commerçants constatent eux-mêmes sur leur tableau de trésorerie. Pour ceux qui suivent les discours sur la souveraineté, souvent associés à des figures comme Ibrahim Traoré, cette évolution sert de test pratique. La souveraineté proclamée devient mesurable. Le deuxième indicateur concerne le temps de règlement, autrefois compris entre 3 et 5 jours, désormais ramené à quelques secondes dans les flux testés. Ce passage d'une inertie de plusieurs jours à une exécution quasi instantanée change la nature même du commerce régional. Il transforme le temps, ressource rare dans les chaînes agroalimentaires, en un avantage tactique. Les entreprises peuvent réapprovisionner plus vite, éviter les ruptures et réduire les risques de volatilité qui s'accumulaient pendant les longues fenêtres d'attente. Le gain de temps libère un capital opérationnel longtemps immobilisé. Le troisième indicateur apparaît au niveau agrégé. Les premières analyses internes estiment que plus de 5 milliards de dollars d'économies potentielles émergent en seulement quelques semaines d'utilisation coordonnée. Cette masse, même préliminaire, illustre l'effet systémique d'un réseau qui évite la conversion forcée et limite l'érosion silencieuse provoquée par l'ancien modèle. L'impact dépasse les bilans individuels et commence à influencer la manière dont les banques centrales planifient leur politique de liquidité. Le volume d'économie mesuré souligne une bascule structurelle du cadre financier. Pris ensemble, ces trois indicateurs montrent une cohérence nouvelle. Baisse des coûts, contraction drastique des délais et rétention de valeur. Ils composent une dynamique qui, pour la première fois depuis des décennies, permet à un système africain de régler des flux internes sans dépendre des infrastructures extérieures. Le débat sur la souveraineté, où le nom d'Ibrahim Traoré apparaît régulièrement, trouve ici un terrain chiffré. Les preuves ne reposent plus sur des intentions, mais sur des deltas vérifiables. Le continent découvre alors que la technique peut devenir un outil d'autonomie tangible, capable de remodeler ses échanges sans rompre avec l'extérieur, mais sans se laisser définir par lui. La première thèse, défendue par plusieurs économistes attachés à la stabilité monétaire globale, considère le PAP comme une simple modernisation technique. Selon eux, l'Afrique ne pourra réellement renforcer son intégration tant que les réserves des banques centrales resteront majoritairement libellées en dollars. Même si les transactions intra-africaines deviennent plus rapides et moins coûteuses,
Les chocs externes liés aux devises dominantes continueront d'influencer les politiques publiques. Leur conclusion est prudente. Réduire la dépendance opérationnelle ne suffit pas pour diminuer la dépendance structurelle. La seconde thèse prend la direction inverse. Pour un autre courant d'analystes, le PAP constitue une première pierre fondatrice de l'autonomie financière du continent. Ils estiment que la souveraineté se construit par l'accumulation d'infrastructures capables de maintenir la valeur à l'intérieur des frontières sans passer par des institutions extérieures. Dans ce cadre, chaque paiement exécuté en quelques secondes représente un pas vers un espace commercial plus cohérent, moins vulnérable aux cycles monétaires étrangers. Cette lecture rejoint les débats politiques où des figures comme Ibrahim Traoré apparaissent comme symboles d'un mouvement plus large visant à renforcer la capacité interne d'action. Entre ces deux visions, les premiers résultats empiriques apportent un élément de clarification. La chute des frais de transaction, passée d'environ 15% à moins de 3%, et la réduction des délais de plusieurs jours à quelques secondes fragilise l'hypothèse d'un impact marginal. Les données montrent une amélioration immédiate des marges, un raccourcissement des chaînes d'approvisionnement et une inclusion accrue des petites entreprises dans le commerce régional. En d'autres termes, si les risques structurels demeurent, les bénéfices opérationnels sont déjà mesurables. La question n'est plus de savoir si le système est symbolique, mais de comprendre comment son efficacité peut progressivement modifier les équilibres économiques. Un pivot silencieux s'opère. Ce moment charnière apparaît lorsque les premières transactions stratégiques, notamment celles liées aux matières premières, traversent le papé sans quitter le continent. Le règlement intégral d'une opération de cuivre entre la Zambie et le Kenya, effectuée uniquement en monnaie locale, montre que le réseau n'est plus une expérimentation, mais une architecture opérationnelle capable de porter des flux d'envergure. Cette bascule modifie la perception externe. Les observateurs réalisent qu'un espace économique peut fonctionner sans validation par les circuits occidentaux, ce qui recompose discrètement les rapports de force. Dans plusieurs capitales, l'événement est d'abord minimisé, puis analysé avec prudence. La perte de visibilité sur des segments clés inquiète autant qu'elle intrigue. À mesure que les rapports s'accumulent, les think tanks parlent d'une fragmentation accélérée des dépendances financières. Cette lecture rejoint les débats symboliques où le nom d'Ibrahim Traoré apparaît, non pour attribuer une paternité technique, mais parce que son discours sur l'autonomie offre un prisme politique pour comprendre l'ampleur du geste. Ce midpoint révèle ainsi une vérité plus large. Lorsqu'un continent prouve qu'il peut déplacer de la valeur sans autorisation extérieure, la logique même du système mondial doit s'ajuster. Pour les États, la première transformation se voit dans la stabilisation des réserves et la réduction de l'exposition au dollar. La contraction des délais de règlement libère des marges de manœuvre monétaires qui, jusqu'ici, dépendaient des cycles financiers extérieurs. Les banques centrales disposent enfin de données hébergées localement, ce qui change la nature de la régulation. Elles peuvent identifier les corridors dynamiques, anticiper les tensions de liquidité et ajuster leurs interventions sans attendre des signaux venus d'infrastructures étrangères. Cette amélioration, discrète mais cumulative, donne un poids opérationnel au débat sur la souveraineté, souvent associé à des figures comme Ibrahim Traoré, en leur offrant un socle analytique plutôt qu'un simple argument politique. Pour les entreprises, le changement est encore plus tangible. Les règlements instantanés réduisent l'immobilisation du capital et permettent aux chaînes d'approvisionnement d'éviter les ruptures qui autrefois pouvaient transformer une variation de prix minime en perte sévère. Les PME, longtemps exclues du commerce régional en raison des frais trop élevés, réapparaissent dans les statistiques. Les coûts passant de 15% à moins de 3% dans les corridors
testées, leur structure de marge se rééquilibre immédiatement. Les contrats de prix deviennent plus prévisibles, les cycles d'approvisionnement plus courts et la planification moins soumise aux humeurs du marché mondial. Certaines zones d'activité, comme l'agroalimentaire, le textile ou la logistique, voient naître de nouveaux entrants capables de se projeter au-delà de leur marché national grâce à une réduction drastique du risque opérationnel. Pour les populations, l'effet Pavlovski se diffuse à travers une série d'améliorations progressives. Les travailleurs migrants bénéficient de transferts moins coûteux, ce qui augmente la part des revenus réellement envoyés aux familles. Les commerçants informels, souvent vulnérables aux variations de frais, voient leur marge devenir plus stable. La fluidité des paiements transfrontaliers ouvre l'accès à des services financiers que beaucoup n'avaient jamais pu utiliser en raison des contraintes de coûts et de délais. À mesure que les plateformes de détail se connectent au papé, les microcrédits, les outils de gestion et les portefeuilles numériques gagnent en efficacité. Le quotidien financier devient plus prévisible, renforçant la résilience des foyers face aux chocs économiques. À l'échelle régionale et internationale, la reconfiguration est stratégique. L'Afrique devient un laboratoire observé de près par les institutions financières mondiales. À mesure que le continent réduit la visibilité offerte aux observateurs extérieurs, les acteurs traditionnels ajustent leurs offres, abaissent leurs frais et modernisent leurs infrastructures pour rester compétitifs. Dans le sud global, plusieurs pays analysent déjà la possibilité de reproduire un modèle où les transactions ne dépendent plus d'un centre unique de validation. Cette contagion conceptuelle modifie l'équilibre des influences. Un continent capable de financer une part croissante de ces échanges devient immédiatement un interlocuteur plus crédible. Dans un scénario de base, celui d'une consolidation progressive, le PAP étend ses corridors au sein des zones où les infrastructures bancaires sont déjà stabilisées. Les pays membres harmonisent leurs protocoles, tandis que les banques locales développent des interfaces plus accessibles pour les PME. Les volumes augmentent régulièrement, sans accélération spectaculaire, mais avec une continuité suffisante pour réduire la dépendance quotidienne au dollar. Les acteurs internationaux observent, ajustent certaines offres et réévaluent leur exposition sans confrontation ouverte. Ce scénario reflète un déplacement graduel mais irréversible de la logique financière, soutenu par l'amélioration des données locales. Dans un scénario plus optimiste, marqué par une accélération continentale, de nouveaux États rejoignent rapidement la plateforme, créant un effet de réseau qui renforce mécaniquement l'intégration. Les systèmes de règlement du Sahel, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe se synchronisent, générant un corridor monétaire élargi. Les transactions passent massivement dans le local, attirant les investisseurs régionaux séduits par la réduction des coûts et la disponibilité accrue de données financières produites sur le continent. Les organisations multilatérales saluent cette dynamique et soutiennent l'expansion. Le commerce intra-africain gagne alors en densité et la capacité opérationnelle des PME s'élargit de manière visible. Dans un scénario plus tendu, marqué par des pressions externes et des inerties internes, l'essor du PAP déclenche une réaction plus vive de la part d'acteurs financiers traditionnels. Certaines restrictions technologiques, sanctions ciblées ou offres concurrentes subventionnées tentent d'enrayer l'adoption. À l'intérieur du continent, certaines banques centrales ou institutions moins équipées peinent à assurer la stabilité technique, provoquant des retards et fragilisant la confiance. Le progrès ne s'interrompt pas mais avance par cycles irréguliers, phase de blocage, ajustement, puis rattrapage. Ce scénario rappelle que la souveraineté financière n'est pas un processus linéaire,
mais une trajectoire où chaque avancée doit affronter des résistances structurelles. Pour se repérer dans ces trajectoires, une suggestion de cadrage mental peut être utile. Pour traverser ces 12 mois sans surestimer ni minimiser les dynamiques, il est utile de considérer simultanément les trois trajectoires. Chacune éclaire une dimension différente. La robustesse technique, la volonté politique et la capacité des institutions à absorber les pressions extérieures. Pour celles et ceux qui travaillent dans les institutions financières, la transition ouvre un champ analytique inédit. Le PAPé fournit des données localisées, des trajectoires de flux plus lisibles et une granularité qui, autrefois, échappait aux régulateurs africains. Cette visibilité nouvelle permet d'anticiper les besoins de liquidité, de suivre les corridors dynamiques et d'ajuster plus finement les interventions monétaires. Une suggestion utile consiste à intégrer un suivi régulier des flux régionaux, devenu un indicateur avancé de stabilité. Pour les entrepreneurs, commerçants et créateurs de valeur, l'impact est direct. Les règlements rapides libèrent du capital, réduisent l'incertitude et permettent de tester de nouveaux marchés sans multiplier les risques. Les secteurs où les marges étaient historiquement écrasées, agroalimentaire, textile, logistique, découvrent une marge de manœuvre qui n'existait pas auparavant. Explorer les corridors émergents devient un réflexe stratégique. Certains créneaux sous-estimés pourraient devenir rentables grâce aux coûts réduits et à la prévisibilité accrue des paiements. Pour le grand public, l'effet se déploie par vagues successives. Les transferts transfrontaliers deviennent plus abordables, les services financiers numériques plus accessibles et les marges des ménages plus stables. Les foyers peuvent absorber les chocs plus facilement grâce à une meilleure prévisibilité des flux. Ceux qui souhaitent mieux comprendre l'évolution du système gagneraient à suivre l'essor des plateformes numériques locales qui deviendront les principales interfaces entre le PAP et la vie quotidienne. L'ensemble de ces trajectoires montre que la transformation n'est pas abstraite. Elle redéfinit la manière dont les individus perçoivent et utilisent la valeur dans leur quotidien. La consolidation du PAP dépend désormais d'une coordination méthodique entre institutions, plateformes et autorités publiques. La première étape consiste à renforcer les capacités techniques des banques centrales. Chaque nœud du réseau doit atteindre une stabilité mesurable, avec un taux d'interruption inférieur à 0,5% par trimestre. Ce critère simple permet d'évaluer, sans ambiguïté, la solidité de l'infrastructure. La deuxième étape vise à étendre les corridors commerciaux prioritaires. Les gouvernements identifient 3 à 5 secteurs où la réduction des coûts produira un effet multiplicateur immédiat. Le succès se mesure par l'augmentation mensuelle des volumes réglés localement, un indicateur crucial pour comprendre si l'intégration régionale progresse réellement. Troisième étape, intégrer pleinement les plateformes de détail. Les prestataires de services numériques doivent harmoniser leurs interfaces afin que ménages et PME puissent payer sans friction. L'indicateur clé est ici le temps moyen de règlement, qui doit rester inférieur à 10 secondes pour garantir la fluidité promise par le système. La quatrième étape consiste à sécuriser la gouvernance et la cybersécurité, domaine souvent sous-estimé. Les pays membres adoptent un protocole commun de surveillance capable de détecter et neutraliser rapidement toute tentative de perturbation. Le délai de résolution devient alors la mesure principale de maturité institutionnelle. Enfin, la cinquième étape touche à la transparence régionale. Les données transactionnelles, désormais hébergées en Afrique, doivent alimenter des tableaux d'indicateurs publiés régulièrement. Cette exigence rejoint les débats sur la souveraineté, où le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme un rappel que l'autonomie se construit par la maîtrise de l'information autant que par l'innovation technique. En suivant ces 5 axes, le continent transforme une infrastructure fonctionnelle en architecture durable.
Revenir au parcours du négociant éthiopien éclaire ce que les chiffres ne disent jamais entièrement. La transformation commence souvent dans un geste banal, un paiement validé en quelques secondes, là où autrefois s'étiraient plusieurs jours d'incertitude. Cette simplicité nouvelle devient le symbole d'un continent qui réapprend à maîtriser son propre temps économique. Dans les débats publics, le nom d'Ibrahim Traoré réapparaît alors comme un repère narratif, non pour revendiquer une paternité technique, mais pour rappeler que la souveraineté se vit autant qu'elle se proclame. Les commerçants transfrontaliers, autrefois condamnés à compter chaque pourcentage perdu, avancent désormais avec une confiance renforcée. Leur trajet, leurs marges, leurs risques racontent mieux que n'importe quel discours ce que signifie vraiment reprendre le contrôle de la valeur. Le PAP n'est plus seulement un réseau, c'est une manière de se relier, de réduire les distances invisibles et de redonner une épaisseur concrète aux échanges. Dans ce basculement silencieux, un fil conducteur s'impose. La maîtrise crée la possibilité. À mesure que le PAP s'installe dans les pratiques ordinaires, il cesse d'être une simple infrastructure technique pour devenir un signe de maturité collective. Chaque transaction réglée localement raconte l'histoire d'un continent qui choisit d'abord de se relier à lui-même avant de s'ouvrir au reste du monde. Cette dynamique invite à regarder autrement les liens économiques, mais aussi les liens sociaux qui les accompagnent. Si vous souhaitez que d'autres voix comprennent cette transformation, partagez. L'analyse contribue déjà au mouvement. Et si vous désirez suivre les prochaines évolutions, débats et études de cas, l'espace de discussion reste ouvert. Dans votre regard, où cette nouvelle architecture pourrait-elle conduire l'Afrique dans les années à venir?